Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour un épisode très particulier, car nous allons plonger dans des souvenirs, dans des secrets. Et tout d'abord, dans celui du pèlerin. On l'appelle le pèlerin parce qu'aucun autre nom n'a survécu à ce qu'il a traversé. Mais autrefois, il en avait un nom court qui racontait l'énigme du ciel. Un nom qui inspirait la douceur au cœur, la poésie aux mots. Mais ce nom a fini par s'oublier, disparaître. Comme toute chose en ce monde, oui. Ce mot a fini, comme toute chose, par se dissoudre dans la mer. Il grandit, loin à l'est du monde, sur une des îles énigmatiques du Phénix, où il fut élevé par la communauté du silence. Des moines, des penseurs, des poètes, des philosophes, hommes et femmes qui ont renoncé à l'ego pour écouter le monde et traduire sa musique. Mais le pèlerin n'est pas né sur ces îles. Il y a été amené. Un matin de brume et d'orage, des pêcheurs ont trouvé une barque brûlée, échouée sur une plage de verre noir. À l'intérieur, une couche épaisse de cendres et drapé à l'intérieur de celle-ci, un enfant, couvert de sel et de suie, les yeux grands ouverts, fixant quelque chose que personne d'autre ne voyait. L'invisible, qui ne se voit qu'avec le cœur. Il ne pleurait pas, il respirait à peine. Dans sa paume, on trouva une plume calcinée. Et les moines dirent « Celui-ci n'a pas survécu au feu. Il y est né. » Il voyait les choses avant qu'elles n'arrivent. Il voyait les fissures dans les gens, les mots qui n'avaient pas encore été dits, la mort assise à côté des vivants. Les moines l'appelèrent Elédine, celui qui voit. Lino, tu incarneras dans ce souvenir le pèlerin, Elédine. Nous sommes quelque part sur les îles du Phénix, des îles paradisiaques. Il fait chaud, un soleil bleu, une mer azur, des cascades, des montagnes, des oiseaux, des palmiers. Dans ce décor féerique, dans ce décor paradisiaque, nous retrouvons le pèlerin, alors âgé de 6 ans. Ses yeux grands ouverts au monde et à l'invisible, reflètent une lueur dorée, magique constamment. À cette époque, il n'est pas aveugle. Il est avec le grand sage de la communauté du silence, Arin, le grand sage, qui lui apprend la méditation, le contrôle de soi. Il vient déranger une de tes méditations, Elédine, et remarque des traces sur le sol, fait à tes pieds, pendant que tu méditais, des cercles. Alors il dit ceci. Elédine, mon enfant, tu peux revenir. C'est moi. Que fais-tu, Lino? Écoute, je reste dans un premier temps dans ma position initiale Ouais. et j'inspire un très grand coup, puis j'expire très lentement et j'ouvre mes yeux petit à petit en face de ce paysage paradisiaque et je me tourne vers le sage. Je le regarde du coup. On sent dans cet enfant de 6 ans à peine une sagesse, une puissance, un calme extraordinaire. Tu as la vision du pèlerin, Lino, et tu peux voir au-delà de ce que nous voyons nous. Tu aperçois les racines dans le sol, les esprits de toutes sortes, les courants de magie traversés avec le vent tout autour de toi, l'air, la terre, les corps. Tu aperçois autour du sage ceux qui sont partis, ceux qui étaient de sa famille, ses amis, et qui en esprit l'accompagnent. Arin, le grand sage, pose son bâton contre le tronc d'un arbre, pose son épaule de façon sa main sur ton épaule de façon bienveillante, s'assoit
tu dessines encore ces cercles, Elédine. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je ne sais pas. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont bloqués dans mon esprit et que je dois les faire sortir, les coucher sur le sable ou sur le papier ou que sais-je. Je dois les dessiner comme si fallait que je montre aux autres quelque chose. Cela me rappelle quelque chose. Il faut que je te montre. Et comme une tache d'encre gigantesque, nous sommes aspirés, sortis de ce souvenir que nous traversons pour rejoindre une autre vie, un autre souvenir, lointain lui aussi. Oh oui, très lointain. Celui de Tsolga. Hop. Il y a fort longtemps, dans les brumes glaciales de Transylvanie, naquit un petit garçon du nom de Tsolga. Nul ne connut jamais l'histoire de sa famille, car l'enfant fut trouvé par un serviteur du prince, au bord d'une rivière gelée, enveloppé d'un simple linge pourpre et d'une rose posée dans son panier d'osier. L'enfant fut élevé et éduqué par Melchior van Rosen, le tablier de cuir rouge du château des Alpstein, la famille de Noltar. Sa sensibilité, sa douceur, son amour pour les mots et la poésie en firent très vite l'adoré du château. Nous retrouvons un souvenir. Le jeune Tsolga n'a que 6 ans. Il court à travers les grands couloirs du château des Alpstein. À cette époque, les parents de Noltar viennent à peine de se marier. Ils n'ont pas encore d'enfants. Tandis que Adrien, qui incarne Tsolga, tu cours à travers ces couloirs que tu peux ressentir à la fois en tant que Tsolga et Noltar. Les souvenirs délicieux de l'odeur de cette humidité, de cette roche froide. Ressentir les odeurs des tapisseries. Reconnaître les échos des pas dans les couloirs du château. Tu entends une voix rauque et puissante et pourtant d'une bienveillance exceptionnelle, celle du tablier de cuir rouge, le serviteur du château, Melchior, qui dit « Tsolga, mon enfant, viens par là. » Que fais-tu? J'accours auprès de lui. Je regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu m'apprends? Je t'ai appris beaucoup de choses déjà, Tsolga. Et il se met à ton niveau en pliant les genoux. Et je sais que tu meurs d'envie de jouer comme les autres enfants. Mais nous, et il appuie son index sur ton thorax, nous sommes un peu différents. Regarde autour de toi, Tsolga. Ces murs, ces tapisseries, ces tableaux, cette moquette impeccable et ce parquet qui grince exactement comme le désire la princesse. Tout cela, cette alchimie, cette musique, il est dû à une seule chose, notre travail. Et celui-ci ne s'arrête jamais. J'ai besoin de ton aide. Je te promets que tu pourras jouer après. Que fais-tu? Je suis excité. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux de moi, quoi? Qu'est-ce que... Il est grand temps que je te montre le secret de tous les grands châteaux. Et il se penche vers ton oreille, et celui-ci se cache toujours dans les jardins. Et nous sommes ravalés par une immense tache d'encre qui nous emporte à nouveau, traversant le temps et l'espace, vers un tout autre endroit. Un endroit bien plus chaud, bien plus loin,
à l'est. Et nous rejoignons les souvenirs de Nassim. Il y a 50 ans de cela, dans l'ancien empire des terres, une famille royale riche et puissante souffrait de ne pouvoir avoir d'enfants. Les remèdes et les prières des Ahriman ne purent jamais changer le mauvais sort du destin. Mais un jour, un vieil homme au dos courbé vint au palais quérir l'attention du prince et de la princesse et leur dit « À l'aube, comme déposé du ciel, une étoile, une comète, un enfant qui est né de vos prières sera déposé par la main de Dieu sur les marches de votre palais. » On chassa le vieil homme, car nul ne croyait en ses prédictions. Mais à l'aube, l'on entendit le chant bouleversant des pleurs d'un nourrisson qui fut déposé dans un panier d'osier sur les marches du palais. L'enfant fut élevé dans l'amour le plus profond qu'il soit, et le prince et la princesse engagèrent le vieil homme comme conseiller et maître spirituel. Le jeune prince grandit ainsi, dans l'opulence du palais, dans la chaleur de ceux qui sont aimés, loin de tous les caprices du monde. Nous retrouvons Nassim dans sa chambre, agité. Kevin, tu incarnes Nassim, mais dans ce corps d'enfant qui n'a que 6 ans, tu ressens beaucoup de choses, une grande sagesse, une intelligence extraordinaire, mais aussi de grands conflits, et surtout, des peurs. Nassim tient un journal, un livre. Chaque page, chaque parchemin que tient ce livre est un trésor qui nous est révélé. Il y a des dizaines et des dizaines de dessins, souvent les mêmes, souvent un qui revient. Un grand œil au milieu de chaque page, et puis aussi des monstres. Nassim, tandis que tu regardais tes propres dessins, nous entendons le bruit d'une canne résonner sur le marbre noir du sol du palais de ta chambre de petit prince, et une voix, celle d'Hassani, le maître spirituel du royaume. N'oublie pas que tout cela est notre petit secret. Si tes parents apprenaient la nature de tes songes, petit prince, ils pourraient prendre peur. Et il dépose sa canne contre l'un des piliers de ton lit en baldaquin et s'assoit difficilement avec son dos courbé sur ton lit. Tu te fais beaucoup de tracas pour ces cauchemars, Nassim, n'est-ce pas? Tony, ils reviennent tout le temps. J'ai beau suivre tes conseils, ils sont tout le temps là. Ah oui, ça m'inquiète. Il tend sa main, tu vois qu'il tremble. Sa peau est écaillée par le temps, ridée. Il lève ton menton. Petit prince, ton apprentissage ne fait que commencer. Mais il va falloir que tu me fasses encore plus confiance. Je t'apprendrai à les maîtriser, à les chasser, et faire de ce monde, et il regarde par la grande ouverture de ta chambre qui donne sur un spectacle extraordinaire, la cité dont le père et la mère de Nassim sont les rois. Une cité gigantesque avec de grandes pyramides. Nous apercevons des grues s'envoler dans le ciel et rejoindre des nuages ocre. Je t'apprendrai, petit prince, à faire de ces cauchemars des rêves, capables de changer l'humanité tout entière. Nous sommes ravalés par cette tache d'encre qui nous ramène une nouvelle fois dans les souvenirs du pèlerin. Lino, nous te retrouvons à 10 ans. À 10 ans, sur ton île, sur les îles Phénix. Loin, loin de toute l'agitation de Miderd. Tu es en train d'apprendre avec ton maître. Tu es en train de pratiquer une nouvelle façon de voir le monde. Un entraînement intensif, une méditation plus profonde encore que toutes les autres. Les yeux du petit garçon sont grands ouverts, dégagent une lumière extraordinaire, un
indescriptible. Et nous plongeons à l'intérieur de ta conscience. Lino, c'est un voyage au cœur de l'univers. Ton esprit traverse des constellations et des étoiles. Des champs de magie si puissantes qu'aucun être sur cette terre ne pourrait les décrire avec des mots. Tu traverses le temps, la distorsion même de l'espace, pour arriver jusqu'au commencement. Une boule chaude, une étoile unique, une magie indescriptible, une lumière plus brillante encore que 1000 étoiles un soir d'été, que 1000 étoiles pouvant brûler dans l'univers, et pourtant plus infime encore que la plus infime des choses. Et quelque chose dans ta poitrine. Tu le sais, c'est de là d'où tu viens. Elle est là ta source, elle est là ta maison, elle est là ta famille. Tu es ravalé, ramené jusqu'au monde réel, jusqu'au monde physique, et tout autour de toi nous apercevons un grand cercle tracé. Et dans ce cercle, des paillettes d'or comme du sable brûlant, voler et défier la gravité elle-même. Ton maître et les esprits qui l'accompagnent sont à genoux devant toi. Tu es celui qui fut promis. Toi, celui qui marchera dans le désert et les dînes. Celui qui, parmi tous les bergers, guidera ceux qui sont perdus vers la lumière. Que fais-tu, Lino? Dans un premier temps, je suis un petit peu sous le choc, perplexe, tu sais. Et dans mes yeux, on peut voir que malgré tout cela, je me sens perdu, en fait. Ouais. Totalement perdu. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi, qui semblent reposer sur moi, mais je sais pas du tout qu'en faire, où aller. Et du coup, en fait, en réflexe, je vais dire un peu paniqué, dans un sursaut, mais où, vers quelle direction dois-je les guider? Et comment? Et pourquoi? Il se lève, reprend son bâton, pose sa main sur ton épaule. Je crois qu'il est grand temps que tu la rencontres. Et quand il dit ça, tu es pris de visions, des flashs. Tu entends des mots par trois toujours. Ils vont. Tu aperçois un œil apparaître dans ton esprit, gigantesque. Un triangle également dessiné dans ton esprit. Et un cercle. Et comme une tache d'encre, nous sommes absorbés à nouveau vers les souvenirs de Tcholga. Notre ami à l'est du monde, au château des Alpstein, se trouve avec le tablier de cuir rouge, son maître. Il a 8 ans. Nous sommes dans les jardins du château. Il neige, comme souvent en Transylvanie. Il fait froid, mais rien ne peut arrêter le travail des mains du château. Malgré le froid, malgré la rugueur du temps, nous apercevons le jeune Tcholga avec le tablier de cuir rouge s'occuper des roses, des rosiers pour l'hiver. Tes mains sont toutes gelées, rouges écarlates, ravagées par le froid et la dureté du travail. Mais il y a un sourire sur le visage de Tcholga, le même qu'arbore son maître, le tablier de cuir rouge, qui vient d'enlever ses gants et en posant les mains sur tes épaules te dit « Assez travaillé, Tcholga. Tu as fait du bon travail. Tu peux être fier de toi. »
Et avant que tu nous dises ce que tu dis, nous apercevons en prenant du recul un jardin gigantesque, une roseraie magnifique qui a été créée dans ce château. Que fais-tu, Tsolga? Bah, je souris, je suis très fier de moi. Je prends une des roses, puis je la mets sur mon uniforme, enfin sur mon vêtement, quoi. Je crois qu'ils seront contents de notre travail. On est fort, non? Il pose son genou à terre pour se mettre à ta hauteur. On est très fort. Il fouille dans son tablier et en sort un objet. Un très bel objet. Un collier. En argent. Tu l'avais déjà vu, autour de son cou, au tablier de cuir rouge. Il te le tend et dit ceci. Ce collier appartient à ceux qui sont tombés du ciel, à la manière des comètes qui annoncent les prophéties des dieux. Un jour, fils des étoiles, et après avoir déposé le collier, il lève ton menton avec sa main. Un jour, fils des étoiles, il te reviendra la lourde tâche de planter des fleurs dans les cimetières du monde, de faire de tous les cœurs, même les plus meurtris, des jardins. Comme ici, sur cette terre où rien ne pousse, où les hivers prennent tout. Comme ici, où tu as fait pousser des roses. Mais un jour, pour sûr, un jour, il y aura des royaumes de nos roses, des cathédrales de nos fleurs. Je peux. Et il te demande l'autorisation de te mettre le collier autour de ton cou. Je baisse un peu la tête pour lui faciliter la tâche. Il dépose ce collier en argent représente un triangle en argent, et à l'intérieur de ce triangle, il y a un œil. Le tout dans un grand cercle. Vous entendez des pas qui, par habitude, surprenant votre intimité, vous fait un peu sursauter. C'est le prince, le père de Noltar qui s'avance dans son jardin, admirant ses roses. Il sourit, met la main sur le dos de tablier de cuir rouge. Merci, c'est magnifique. Est-ce que je peux m'entretenir 5 minutes avec Tsolga, s'il te plaît? Le tablier de cuir rouge s'incline. À tout de suite, Tsolga. Et s'en va. Le prince, habillé des plus belles coutures, s'avance vers toi en caressant les roses. Tsolga, nous voulions te dire, avec mon épouse, à quel point nous étions heureux de t'avoir. Nous avons beaucoup de chance. Tu sais qu'il est difficile pour nous d'avoir un enfant, que nous essayons depuis des années. Nous voulions te dire, Tsolga, que même si un jour tu endosses la lourde tâche du tablier, ici sera toujours ta maison. Ici sera ta famille. Et pour nous, toujours, tu seras notre fils. Qu'est-ce que tu as dit, Tsolga? As-tu réagi? J'ai pris la rose que j'avais mise sur mon truc et je la mets sur sa veste à lui. Vous êtes comme des parents pour moi. C'est vraiment merveilleux ici. J'apprends tellement de choses. Je travaille tellement bien. Soit vous, le tablier. Je serai toujours heureux de servir le monde. D'aider les gens. Nous Je n'oublierai jamais votre bonté. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir ici. Et nous voyons qu'en regardant la rose sur son costume, il y a un large sourire qui apparaît. Ce prince ne le sait pas encore, Tsolga non plus. Mais en déposant la rose sur le costume de ce prince, Tsolga a offert un blason à cette famille. Nous le retrouverons des années plus tard, ce blason, tout en haut des grandes tours de Alpstein. La rose
dit Alpstein. Nous traversons le temps une nouvelle fois. Nous sommes absorbés, à nouveau, pour rejoindre à l'est un autre monde encore, celui de Nassim, qui a encore grandi. Nassim est parcouru de cauchemars, de rêves. Il n'arrive pas à s'en défaire. L'apprentissage des visions est terriblement difficile pour le jeune homme. Nous entendons la voix d'Hassani qui le guide, qui essaye de le mener vers quelque chose. Il lui répète tout le temps la même chose. C'est un V que tu cherches, petit prince. Dans les rêves, tu cherches le V. Et voilà des années qu'il cherche, à travers les rêves, les siens et ceux des autres, dans des labyrinthes gigantesques. Mais un jour, c'est une voix différente, celle d'une jeune fille, qui va stopper net la terrible frénésie de son apprentissage. Un écho dans son esprit. Es-tu là? Es-tu là? Es-tu là? Es-tu là? Qu'as-tu fait, Nassim? Il me parle. Montrez-vous. Tu m'entends? Tu es là? Tu es là? Tu es là? J'entends quelqu'un, oui, mais qui me parle? Tout est noir, mais une lumière rouge commence à apparaître, comme un lever, une aube se levant sur un rêve. Le sol est très humide. Le jeune Nassim marche sur un océan, rouge carmin. Devant lui, il y a une jeune fille. Elle est magnifique. Elle porte une couronne d'or, des roses dans ses cheveux, des yeux aussi bleus que l'océan azur de l'Est. C'est moi. Tu es là? Es-tu une sorte de princesse? Elle s'avance. Elle semble surprise lorsqu'elle t'aperçoit. Je suis une princesse, oui. On aperçoit des larmes couler sur ses joues. Une émotion qui te prend la poitrine, que le jeune Nassim ne peut pas expliquer ni comprendre. Il y a quelque chose de cette jeune fille qui lui lacère le cœur. Il faut que tu m'écoutes attentivement, Nassim. Elle essaye de se reprendre dans une marée de sanglots. C'est très important que tu m'entendes. Tu veux bien faire ça pour moi? Je sais pas comment tu connais mon nom, mais... D'accord, je t'écoute. Elle pose ses genoux qui s'enfoncent à moitié dans cette eau rouge. Il faut que tu montes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me construises un labyrinthe. Un labyrinthe dont tu seras le seul à connaître la clé. Mais pour cela, et elle pose ses mains sur ton visage, et quand elle pose ses mains sur ton visage, elle est prise d'un sanglot énorme. Mais pour cela, il faut que tu montes à celui qui te sert. Moi, je devrais faire ça. Hassani a toujours été là pour m'aider. Il n'est pas celui qui... Petit prince, reviens! Tu entends sa voix résonner dans le rêve qui commence à s'écrouler. Nassim, ne l'écoute pas! Nassim, ne l'écoute pas! Et nous sommes transportés dans une tache d'encre, dans les rêves, dans les souvenirs, sur les îles Phénix, du pèlerin, une nouvelle fois, où nous retrouvons Lino, qui a encore grandi. Le jeune homme est désormais adolescent. Nous entendons une rumeur se lever sur l'île. Les oiseaux chantaient à l'unisson.
On aperçoit, par la vision du jeune homme qui voit tous les esprits en cohorte se suivre pour admirer l'arrivée de quelqu'un de très particulier. Tous les moines de l'île sont alignés et s'inclinent devant une princesse qui, déposée par un navire aux voiles blanches, s'avance en travers de la forêt tropicale. Elle porte une couronne d'or et des roses, des yeux bleus comme l'océan azur, des cheveux plus noirs que la nuit, aux reflets bleutés des corbeaux. Elle est encore jeune, mais une prestance extraordinaire. À côté d'elle, à sa gauche, un loup noir gigantesque l'accompagne. Il est vieux, mais majestueux. À sa droite, un tigre gigantesque, au pelage bleu et or. Tous, quand elle passe, disent la même chose. Hassan Sinari. Hassan Sinari. Et les moines qui ne s'inclinent devant aucun roi s'inclinent tous devant elle. Elle s'avance vers toi, Elédine. Toi qui es en train de méditer sur les racines de ton arbre. Toi qui aperçois toute la magie de son âme. Toi qui peux voir au-delà des choses. Toi qui vois que cette jeune femme a plus de cicatrices que le monde peut avoir en tout son entier. Toi qui peux voir que cette jeune femme a plus de magie en elle que peut ne contenir l'île Phénix entière. Tu aperçois cette jeune femme qui s'agenouille devant toi. Elle s'agenouille et dit ceci. C'est un joli cercle que tu as fait là. Que fais-tu? Je vais, quand elle s'est inclinée et agenouillée, j'ai mes pommettes qui ont rougi un petit peu, j'ai senti un peu de picotement sur mon visage. J'ai été un peu gêné, embarrassé. Et je vais bégayer un petit peu. Je fais, ouais. Tu peux entrer dans le cercle si tu veux. Elle sourit, s'avance. Lorsqu'elle s'avance dans le cercle, on aperçoit une volée de plumes rouges et noires autour d'elle. L'entourer, l'envelopper, vous enveloppez tous les deux. Éteindre tous les sons. Vous enveloppant, elle et toi, dans l'intimité la plus puissante qu'il soit. Je sais que tu m'attendais, Elédine, pèlerin des étoiles. Je sais que tu sais au fond de toi pourquoi je suis là. Voilà 17 ans que la fin du monde a eu lieu. Et pourtant, sans toi, tu le sais, rien de tout cela ne pourrait exister. Tu as été envoyé, et par 3 vous allez. Par 3. Et tous ne passeront pas. Nous venons de comprendre, dans la voix fragile mais puissante, à la fois, de cette jeune femme que nous reconnaissons, puisqu'il s'agit de plumes, que ces souvenirs sur les îles Phénix ne sont pas dans le passé, mais dans le futur, un futur que nous ne connaissons pas, un futur que nous n'avons jamais abordé. Mais nous sommes bien dans ce futur. Elle reprend. La seule manière de l'anéantir, tu le sais, fils du ciel, c'est de plonger en plein de son éclipse. Et regarde autour de toi. Il semblerait que nous y soyons parvenus. Mais tout ça n'est qu'une chimère, un présent parmi une infinité d'autres, où le grand sorcier nous a tous vaincus, et où le monde n'est que ténèbres et cauchemars. Je vais t'apprendre, roi du ciel. Le toi de demain ou d'hier, c'est comme si, me l'a aussi appris. Je vais t'apprendre à ouvrir à tes pieds ce cercle magnifique et rejoindre ton destin. Et elle tend la main vers toi. Qu'as-tu fait? Je me suis redressé comme enhardi
d'un nouveau souffle. Ouais. Et je vais à mon tour lui tendre la main, lui saisir la main et lui dire pour que la flamme ne s'éteigne jamais. Elle sourit. Tu seras le phare, fils des étoiles. Quand vos deux mains se touchent, nous ne sommes pas absorbés par une explosion d'encre, mais de lumière qui nous fait traverser les étoiles, le temps, l'espace, à nouveau. Nous traversons l'univers pour revenir enfin sur notre terre, sur Erde, quelque part à l'est du monde. Le jeune tablier de cuir rouge a bien grandi. Tsolga a bien grandi. Nous le retrouvons sous la neige, à nouveau, pour un moment terrible de son existence. Nous sommes face à une tombe dans un jardin, au milieu des roses qu'ils ont plantées ensemble. Tsolga a 18 ans, et il vient d'enterrer celui qui comptait le plus au monde pour lui. Le tablier de cuir rouge qui s'en est allé de la maladie noire. Le prince de Alpstein et la princesse sont là. La princesse est enceinte. Le prince, le père de Noltar, s'avance vers toi, Tsolga. Il n'y a pas de mots. Aucun mot en ce monde qui puisse exprimer ce que je voudrais te donner. Je sais ta peine immense. La mienne l'est aussi. Mais tu ne seras jamais seul, Tsolga. Jamais. Et il tend la main vers toi. Je lui prends la main avec une de mes mains. Puis après 2 secondes, je la tire vers moi et puis j'enlève. Et dans une tragédie. Je n'ai pas perdu. Madame, vie s'éteint, mais une nouvelle naît. Il se tourne... C'est- Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Ok. Ils se tournent tous les deux vers toi. La mère de Noltar sourit. Le prince t'enlace de toutes ses forces. Tu seras jamais mon fils. Mon premier fils. Et il embrasse tes cheveux et en serrant fort, ton collier d'argent vient appuyer sur sa poitrine et tu es traversé de visions. Tu aperçois du feu, les étoiles se mêler, et une météorite traverser l'univers. Et des mots. Par 3, toujours, il faut. Tous ne passeront pas. Une explosion de roses nous ramène encore plus à l'est. Dans les souvenirs de Nassim qui, lui aussi, est devenu adolescent. Nassim, nous te rejoignons alors que tu vis toi aussi un des pires moments de ton existence. Ta mère est décédée il y a quelques mois d'une maladie incurable. Et ton père, disparaît peu à peu dans les ombres d'une dépression qu'aucun Ahriman n'arrive à guérir. Tu es dans ta chambre, tu as bien grandi. Si ta maigreur inquiète tous les sages du château, elle ne semble pas inquiéter Lassani. Lui, ce qui l'inquiète, c'est que tu ne parviens toujours pas à trouver la clé dans tes visions. Et aujourd'hui, dans ta chambre, nous l'observons plus colérique que jamais. Il vient de jeter son bâton au milieu de tous les parchemins qui couvrent le sol, de tous les dessins que tu fais. C'est par ta faute que tout ça arrive. C'est par ta faute. Petit prince, ne vois-tu pas que ce que tu crées gangrène ce royaume? Il se calme, s'avance vers toi. Tout ce que je te demande est de trouver ce V. En le trouvant, tu guériras. À la fois ton père et le peuple qui est le tien. Ne veux-tu pas cela, petit prince? N'est-ce pas ce que tu veux?
Tani, les visions m'ont montré bien des choses. Pas celles que tu me demandes de trouver, mais beaucoup. Je plante mon regard dans ses yeux. Cela m'amène à une interrogation. Est-ce vraiment le salut du royaume et du monde que tu veux? Ou veux-tu autre chose? Je m'avance vers lui, tu sais, malgré ma maigreur, en bombant le torse pour le défier un peu, quoi. Il se relève également. Tu crois que j'aurais sacrifié tout ce que j'ai sacrifié? Que j'aurais passé tant de temps au chevet de ta mère si je voulais la destruction de ce que j'aime le plus au monde? C'est pour le bien de ta famille, ton bien à toi, petit prince, et de ce royaume que je fais tout ça. On entend un corbeau croisser et rentrer dans la chambre et se mettre sur son épaule en déposant une plume noire qui tombe à tes pieds. Le royaume est à feu et à sang, Nassim. Les rébellions gagneront bientôt la cité. La famine ronge les enfants, les femmes, les hommes et les vieillards. Tu dois m'aider. Le remède à ce mot se trouve dans tes rêves. Alors dis-moi vraiment ce que tu cherches. Dis-moi vraiment ce que tu veux que nous recherchons ensemble. Sa nature, ce que tu veux. Il s'assoit, te regarde. Je veux que tu trouves celle que l'on appelle V et qui peut sauver le monde. Et quand il dit ça, tu es traversé par une vision qui t'emmène à travers un dédale, un labyrinthe de rêves, jusqu'à la pièce où tu te trouvais en face de Plume. Et celle-ci te dit: il faut que tu partes, Nassim. Maintenant, disparaître et ne plus jamais te faire voir au monde. Nous sommes ravalés une nouvelle fois et ramenés à l'est. Nous avons traversé une nouvelle fois le temps et l'espace. Grâce à Plume. Et Eledin, qui est bien devenu grand, a traversé le temps et l'espace également. À travers le portail qu'il avait toujours créé, le voilà dans notre passé maintenant. Tu as quitté les îles Phénix depuis quelques années. Tu as traversé les terres à pied, sans fortune. La bienveillance qui te caractérise, le don que tu possèdes à voir les choses autrement, a attiré vers toi des foules de pèlerins qui t'accompagnent sur le chemin, qui prient un Dieu nouveau avec toi. Comme des graines, Eledin offre à la terre une nouvelle pensée, une nouvelle croyance, sans roi, sans reine, sans Dieu, si ce n'est l'unique, la source dont il vient. Mais tu es surpris, Eledin, surpris par la découverte de la misère, des cœurs sans amour, de la violence omniprésente, de ce temps qui n'est pas le tien. Toi qui viens d'un futur, après l'apocalypse, tu es étonné de voir ici le manque d'amour. Comme ce monde est malade d'amour. Comme ce monde manque d'amour. Et en traversant le temps une nouvelle fois, nous te retrouvons, Nassim. Eledin, pardon, passé la vingtaine, dans un désert ocre. Tu ne sais pas pourquoi. Tes pas t'ont emmené jusqu'ici. Ce que tu sais, c'est que tu as appris l'humanité, ses failles et ses beautés. Et tu aperçois une silhouette enfin, alors que cela fait des semaines que tu traverses seul
les plaines et les déserts. Celle d'un tigre que tu reconnais. Celui qui accompagnait Plume lorsque vous êtes rencontrés. Que fais-tu ? Ah, le mieux. mieux. Oui. Je vais ouvrir, ouvrir grand mes yeux, si je puis dire. Ouais. Me mettre accroupi et étendre mes bras comme pour accueillir ce tigre. Le tigre gigantesque vient frotter sa lourde et majestueuse tête contre ton corps. C'est étonnant parce que il a bien une fourrure, mais lorsqu'il se frotte contre toi, ce sont des plumes or et bleues qui se décrochent de sa fourrure. Je m'appelle Mitra, dit le tigre. Je vais t'accompagner dans ce désert, te guider vers quelqu'un qui t'attend, un prophète, qui te mènera vers la clé. Es-tu prêt ? Je suis là pour ça. Bien. Alors suis-moi. Le prophète Nassim t'attend. Nous sommes ravalés dans un souvenir terrible. Terrifiant. Un cauchemar. Les guerres ont envahi l'Est transylvanien. Le jeune Solga défend sa terre, la terre de son prince. Nous le rejoignons au milieu d'un champ de bataille enneigé. Une rébellion transylvanienne a mené des hommes complètement fous à ravager ces terres. Il y a du sang partout. Les corps de ceux avec qui tu as grandi, Tsolga, étalés partout sur la neige. Vous n'êtes plus beaucoup. Vous êtes entouré de soldats, de rebelles. Dos à toi, il y a le prince qui combat vaillamment avec toi. Les épées s'entrechoquent. Le bruit du fer, étincelant, ricoche jusqu'à notre esprit. Et nous apercevons un des rebelles, lance à la main, franchir la ligne et se jeter, corps et âme, sur ton prince. Que fais-tu ? Je me positionne entre le prince et puis le Gugus. Enfin, j'essaie en tout cas. Nous voyons Tsolga plonger de toutes ses forces, mettre son corps et... La lance traversait son corps. Une gerbe de sang s'envolait comme autant de pétales de rose envolés par un vent chaud du printemps. Nous apercevons le prince hurler derrière. Tsolga! La lance s'arrachait de ta poitrine. Ton corps s'écrasait sur le sol. Nous entendons des bruits, des échos, mais tout devient flou, douloureux, froid. Par trois, toujours ils vont, et tous ne passeront pas. Quand Tsolga reprend connaissance, il est sur une table. Une table de marbre, il y fait encore plus froid. Il est entre la vie et la mort. Nous entendons des voix répéter « Il n'y a plus aucun espoir, mon prince. Sa cause est perdue. La lame a traversé son cœur. Il se vide de son sang. Vous devriez lui dire au revoir. »« Non !» dit le prince. « Sauvez-le ! Sauvez-le !» Et nous apercevons des dizaines d'hommes, tous les plus grands alchimistes du château, commencer des prières, incanter des choses, en vain. Toi, Tsolga, qui ne peut rien faire d'autre que voir, que ressentir ce froid, accompagné, rentrer à l'intérieur de ton corps, pénétrer ta chair et tes organes, tu aperçois le prince en sanglots, couvert de ton sang, essayer tout ce qu'il peut pour te réanimer. Jusqu'à ce que l'un des archivistes prononce des mots en langue noire. Dans la stupéfaction de tous,
engageant la prière, ramenant les morts à la vie. Les prières d'un pouvoir, d'une magie noire interdite. Et la chaleur revient. Tu aperçois les étoiles, les univers, les systèmes, la chaleur de la source. Par trois, toujours, ils vont... Tous ne passeront pas. Tes yeux se réouvrent sur le monde des vivants, Solga. Tu es ramené à la vie. Mais ton esprit est froid comme la neige. Tes mouvements lents, pénibles. Et la douleur que tu ressens, éternelle. Le prince est à tes genoux. Celui qui a prononcé les mots en langue noire est emmené, enchaîné, loin du château. Le prince répète « Solga, Solga, tu es là ?» Il touche ton visage, qui est glacial. Tu es mort et ramené à la vie. Mort et vivant, Solga. Qu'as-tu fait ? J'ai pris le visage du prince entre mes bras, essayé de le relever, mort ou vivant, quoi. Je suis toujours moi. Qu'importe qui m'arrive, qu'importe, je conserverai toujours la bonté. J'ai été sauvé et j'espère que je pourrai continuer d'aider ce monde pour encore bien des générations. Pouvoir aider votre famille, Transylvanie. Si. Il pose sa main sur ta plaie béante où tu as été transpercé au cœur, à l'endroit exact où se trouve ton collier. Je ne sais pas qui tu es vraiment, mais je sais que c'est Dieu qui t'envoie. Nous sommes traversés. Nous traversons un triangle gigantesque. Le temps et l'espace une nouvelle fois. Nous apercevons Nassim quitter sa cité en flammes. La rébellion a embrasé son royaume. Nous le voyons traverser les terres et les déserts. Le temps, à nouveau, grandir, atteindre la vingtaine. Rencontrer ceux qui seront appelés un jour les 100 rois, les nomades du désert. Nous l'avons vu fuir son propre royaume. Nous l'avons vu fuir les voies de la Seine. Nous le retrouvons dans un désert, caché derrière un rideau. Observez l'amour qui vient frapper à la porte des destins. Souvenez-vous, si vous nous écoutez depuis toujours, un épisode de la saison 2 où nous avons rencontré Nassim avec Anna. Et nous sommes ravalés à nouveau dans ce désert. Nassim est seul, assis au milieu du sable rouge. Un tigre gigantesque s'approche vers lui, ainsi qu'un pèlerin. Lino, Nassim, nous sommes au milieu d'un désert, et vous vous rencontrez enfin. Nassim, ça fait des semaines que dans tes rêves, tu rêves de cet homme. Tu rêves que tu le guides. Jusqu'à une certaine Anna, que tu as déjà rencontrée, il y a quelques mois de cela. Le pèlerin, cela fait des semaines sur la route que tu rêves de Nassim. Que tu rêves que tu lui transmets tout ton savoir sur la méditation et les rêves. Au milieu du désert de sable rouge, que faites-vous ? Moi, je les salue et je les invite à venir partager le feu. J'imagine que j'ai fait un feu. Ouais. Mitra s'avance et se couche à côté du feu.
Toi, Lino, qu'as-tu fait? Je me suis avancé petit à petit. Et je suis allé directement vers Nassim. J'ai dit, quelle étrange nuit, n'est-ce pas? Belle, mais étrange. Une nuit annoncée depuis longtemps, en ce qui nous concerne, n'est-ce pas? Enfant des étoiles. En effet. Assis-toi Ce donc. fut long, mais court. Je vais bien. Assis-toi donc et prends exemple sur ce cher Mitra. Nous avons un grand nombre de choses à nous dire, je crois. Je crois bien, oui. Je crois bien que la nuit va être courte. Mais passionnante. Quand tu dis ça, Nassim, on aperçoit justement Mitra qui se lève d'un coup. Se retourne et nous apercevons un nuage noir envahir le ciel en une fraction de seconde. Un éclair frapper le désert, soulever un sable brûlant et faire apparaître une silhouette. Celle d'Hassani, portant son corbeau sur son épaule. Je t'avais dit de m'écouter, Nassim. Nassim, qu'est-ce que tu fais? Je me redresse en prenant mon bâton dans mes mains. C'est terminé, Hassani. Mes visions, mon esprit m'ont montré ta vraie nature. Aujourd'hui, je comprends à quel point j'ai été aveugle autrefois. Je te renie, toi, tes enseignements et tout ce que tu représentes. Maintenant, arrête de jouer, montre ton vrai visage. Quand tu dis ça, on aperçoit sa peau tout entière, son armure de chair craquelée. Tu m'appartiens, Nassim. Qui craque et en sort une silhouette ténébreuse. Une tempête de magie noire. Frappée d'éclairs gigantesques, une silhouette de 3 mètres de haut, portant dans sa main un trident fait entièrement de magie noire. Tu m'appartiens, Nassim, et si je ne peux avoir tes visions, j'aurai ceux du monde entier. Et on aperçoit sa main traverser cet espace et venir frapper le pèlerin, accrocher son visage et lui arracher la magie qui est dans ses yeux, la lumière qui est dans ses yeux. Tu vas plonger ce monde dans sa destruction, Nassim. Lino, tu ressens une douleur atroce, comme si pour un mortel on nous arrachait tout l'amour qu'il y avait en nous. Soudainement, tu es plongé dans le noir, tandis qu'on aperçoit la main d'Erénis qui a dans sa paume les 2 billes lumineuses comme des joyaux du pèlerin qui les referme. Et en disparaissant, banni dans les ténèbres par Nassim, on aperçoit le pèlerin dans une douleur atroce essayer de pousser des cris qui n'émettent aucun son. Et notre vision disparaître peu à peu pour ne laisser qu'un écran rouge. À la semaine prochaine. À bientôt.